m'appelle Milan Boigard. Je suis le fondateur aujourd'hui en fait d'un bootcamp sur les outils no-code qui s'appelle Uncode School. Moi, on va dire que j'ai un parcours en fait qui est double, qui est à la fois en fait entrepreneur, puisque j'ai monté en fait deux autres boîtes avant qui étaient dans un autre domaine, qui étaient liées à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée. Et j'ai aussi un parcours d'ancien développeur freelance pendant plusieurs années. Et il s'avère que c'est sûrement ce parcours-là en fait qui m'a permis en fait de me mettre aux outils no-code et qui m'a un peu initié à ces différents outils, puisque c'est des choses que j'ai pu rencontrer en fait dans mes précédentes prestations que j'ai eues pour ces différents clients. Et je me suis rendu compte en fait que c'était des choses qui apportaient énormément de valeur à mes clients. Et par conséquent, je me suis dit, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de creuser? Il s'avère que c'est un moment qui, pour le coup, a été assez fondateur pour pas mal de Français, qui a été le confinement. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas un projet justement à sortir à ce moment-là pour essayer d'évangéliser un petit peu sur ces outils, parce qu'il y avait beaucoup de personnes en fait qui justement se mettaient à ces outils no-code. Et par conséquent, en fait, il y a déjà presque 3 ans, je me suis mis à écrire une newsletter qui s'appelle No Code Station et dans laquelle en fait je parle de l'actualité des outils no-code et des différents enseignements qu'on peut en retirer pour soit monter sa société, soit digitaliser un peu plus son entreprise. Et ça m'a amené par la suite justement à fonder en fait Uncode School, qui est du coup le premier bootcamp en fait no-code en présentiel notamment, et qui a pour vocation justement à former ses futurs product builders. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Et dernièrement, j'ai également lancé en fait une plateforme dédiée au recrutement donc de ces product builders, de ces profils no-code, avec un site qui porte plutôt bien son nom puisque je l'ai appelé productbuilder.fr. Selon toi, quels sont les enjeux des entreprises qui cherchent à se digitaliser? Je dirais qu'il y en a, il y en a plusieurs. Ça va être difficile d'être assez exhaustif, mais j'en retiens notamment trois en fait. Le premier, ça serait surtout en fait que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises en fait aujourd'hui, que ça soit des TPE, PME ou même des grands groupes en fait, qui se retrouvent avec énormément d'outils qui ne sont pas forcément adaptés à leur pratique. C'est-à-dire qu'on peut avoir en fait des outils qui ne sont pas adaptés pour leur productivité, pour leur CRM et pour plein d'autres sujets. On se rend compte qu'en fait, souvent, ces entreprises achètent des grosses machines, des gros SaaS en fait, qui sont souvent chers, mais surtout, au-delà du fait qu'ils sont chers, c'est surtout des outils qui souvent ne correspondent pas à leur pratique de travail. Et ça pose un vrai souci. Donc, je remarque qu'en fait, une des difficultés pour se digitaliser, c'est que ces entreprises-là n'ont pas les bons outils. Ensuite, le second point, c'est que dans pas mal de TPE, PME, alors peut-être un peu moins effectivement dans des boîtes qui sont plus importantes, et je ne parle pas évidemment de toutes ces startups un peu parisiennes ou de la Startup Nation, qui, elles, ont vraiment une culture tech. On remarque en fait que dans beaucoup de TPE, PME, il y a peu de culture tech. Et par conséquent, on se retrouve avec justement en fait des collaborateurs qui ont des difficultés à s'approprier la technologie en interne. Et par conséquent, bah, forcément, de facto, ça induit des difficultés à se digitaliser. Et enfin, le troisième point qui est quand même assez flagrant, c'est celui qui est c'est le suivant, c'est en fait la difficulté de recruter des profils tech de qualité. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, bah, les gros développeurs, ils sont pris par les très grosses boîtes, ils sont pris par les grands comptes, ils sont pris par les grosses startups qui lèvent de l'argent. Mais quand on a une TPE, PME, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile de recruter et d'attirer des talents dans son entreprise. Et par conséquent, ça rend en fait compliqué, ces trois points-là, de pouvoir digitaliser son entreprise. On pourra en dire d'autres, mais c'est vraiment trois points qui sont assez clivants et qui mettent vraiment l'accent sur les problématiques de digitalisation des entreprises. En ce sens, en quoi les outils no-code sont-ils une solution intéressante? Ici, peut-être 3 points. On pourrait en citer beaucoup plus si si on avait un peu plus de temps, mais je dirais que les outils no-code représentent en fait une solution intéressante pour relever ces défis parce que déjà, dans un premier temps, il est possible en fait d'itérer rapidement sur les outils. Donc, en fait, si on est capable d'itérer rapidement, on peut surtout en fait vraiment construire des outils qui sont
complètement en accord avec notre pratique de travail. Et par conséquent, s'il est possible en fait d'itérer rapidement, et ben ça, c'est quelque chose qui va permettre justement à la fois d'intégrer cette partie digitalisation des entreprises et surtout cette partie plus de flexibilité. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que quand on achète en fait des outils qui sont déjà présents, des SaaS qu'on achète en fait sur du commerce. La réalité, c'est que c'est des outils en fait qui sont obligés d'être un peu généralistes. Et là, l'intérêt, c'est que ces outils no-code, en fait, on peut vraiment réussir à créer ses propres outils. Et puis, l'autre point, c'est qu'en fait, on peut également décharger en fait une partie de la technique sur d'autres profils qui ne sont pas en fait la DSI ou les développeurs. Donc ça, c'est vraiment un des premiers points où je pense que les outils no-code en fait représentent une solution intéressante. Ensuite, l'autre point, c'est qu'il est également plus facile pour certaines BU, business unit. Alors, on pourrait penser au marketing, à la com, au commercial, etc. C'est plus facile pour eux via en fait ces outils no-code qui sont finalement en fait souvent de ce qu'on appelle de la programmation visuelle. C'est plus facile pour certaines BU en fait de prendre en main ces outils. Et ça, c'est également très intéressant parce que autant avant, lorsqu'on crée des outils techniques, on avait besoin soit d'une DSI, soit des développeurs. Et là, par conséquent, ce qui est très intéressant, c'est que si jamais on n'est pas nécessairement développeur de base, on peut quand même essayer de créer des outils sur mesure grâce aux outils no-code. Et ça, c'est très intéressant. Alors, je n'ai pas dit que c'était facile, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus facile à prendre en main. Et ensuite, le dernier point, et je reviens un petit peu finalement pour essayer de faire un ping-pong avec la question d'avant, en fait, c'est que dans quelques années, les outils no-code vont vraiment représenter une solution qui va être très intéressante pour les entreprises, notamment les TPE-PME, parce qu'il y aura plus de personnes sur le marché qui vont être capables de maîtriser ces outils no-code et par conséquent, ça va être plus facile pour eux de recruter. Et par conséquent, si c'est plus facile de recruter, ils vont pouvoir accélérer leur transformation digitale grâce à ces outils no-code. Qui se cache derrière le product builder, ce rôle que tu mets en avant? Ce rôle de product builder, c'est un rôle qui est quand même assez nouveau. Effectivement, j'essaye aujourd'hui avec Uncode School de théoriser un petit peu ce profil no-code pour essayer de comprendre en fait comment est-ce qu'il est capable en fait de s'insérer dans une chaîne, on va dire, technique. Par conséquent, moi, la manière dont je définis en fait ce product builder, c'est que c'est le prochain profil qui va utiliser des outils no-code. Ce qui se passe, j'ai essayé de mettre ce terme en fait product parce que en fait, je crois que aujourd'hui ce profil no-code doit s'insérer dans une chaîne produit, c'est-à-dire qu'à la base, lorsqu'on veut faire un produit tech, on a en règle générale un ou une product manager, un ou une product designer et un ou une développeur. Et il s'avère que notamment en fait, ce qui va se passer, c'est que dans cette chaîne de valeur produit, aujourd'hui, on ne va pas forcément avoir besoin en delivery d'avoir un développeur. Et par conséquent, pour certaines features, pour certaines caractéristiques, pour certains projets qui vont être lancés soit en interne, soit en externe en entreprise, on aura seulement besoin en fait d'une personne qui maîtrise très bien certains outils no-code pour pouvoir créer des outils tech. Et par conséquent, je pense qu'en fait, ça va être du rôle du product builder d'être capable de réaliser ces outils tech. Donc en fait, je dirais qu'un product builder, à 80%, il est technique. C'est en ce sens-là qu'il se rapproche un petit peu du développeur, mais c'est quelqu'un qui, certes, utilise les outils no-code. Et à 20%, il est product. Et en ce sens, il est product, mais pas au même titre exactement qu'un product manager ou un product designer. C'est une personne qui a une culture produit, c'est-à-dire qui va à la fois s'insérer dans cette chaîne produit et en même temps qui va être capable justement de comprendre et de proposer les bons éléments pour pouvoir créer ces produits tech. Et je pense que c'est vraiment un rôle qui va arriver en entreprise et ça va être un vrai métier à plein temps, au même titre qu'un développeur, au même titre qu'un product designer, au même titre qu'un product manager. Voilà à peu près comment je perçois ce rôle-là. Pour être très honnête, au jour où on enregistre quand même ce podcast, aujourd'hui, j'essaye de théoriser et de voir en fonction de la pratique ce qui arrive. La réalité, c'est que je pense qu'il faut quand même assez rester ouvert sur ce rôle qui est encore un petit peu nouveau et voir en fait dans la pratique comment les entreprises vont s'emparer de ce métier-là
pour organiser leurs équipes et pour voir les différentes missions qui vont se faire, parce qu'en même temps, il existe également différents outils no-code. Et ce qu'on va voir, c'est qu'il va y avoir des product builders en entreprise, il va y en avoir beaucoup. Et par conséquent, il va y avoir également des spécialités. Et je pense que c'est ce qui va être très intéressant dans les prochaines années, c'est de voir comment en fait ce rôle-là, qui aujourd'hui peut-être un petit peu généraliste, va pouvoir évoluer par la suite en fonction de l'évolution également de ces outils no-code. Et un dernier conseil à partager à nos auditeurs? Moi, je donnerais le suivant. En fait, je suis assez convaincu que le CV de demain, il va changer. Aujourd'hui, on te demande en fait souvent, lorsque tu postules, de maîtriser en fait, par exemple, la suite Microsoft Office. Et en fait, moi, je pense que les compétences de demain, les compétences sur la mise en place en fait de nouveaux outils tech ou la compétence de celle de maîtriser certains outils no-code va devenir aussi indispensable que celle finalement de maîtriser la suite Office. Alors pour autant, pour répondre un petit peu à la question d'avant sur qui était derrière ce product builder, c'est pas pour autant qu'on va demander à tout le monde de savoir créer des produits avec des outils no-code, parce que ça c'est très compliqué, je pense que c'est un métier, mais pour autant, on va demander à la plupart des gens de savoir en fait maîtriser certains outils no-code pour pouvoir améliorer leur productivité, pour pouvoir améliorer certains outils, pour pouvoir prendre en main certains outils. Et je pense que ça va être vraiment quelque chose qu'il va falloir prendre en compte sur les prochaines générations. Mais quand je parle de prochaines générations, je parle en fait vraiment de ceux qui arrivent dans 2, 3, 4, 5 ans, sur lequel avoir sur son CV des compétences no-code va vraiment réussir à placer ces profils-là devant les autres et surtout à rendre ces outils no-code indispensables au quotidien lorsqu'on travaille en entreprise.